Bonjour à tous, merci, merci d'être présents aussi nombreux au mystère de l'UNIL et merci à nos trois invités de venir sans leur pause de midi pour parler alimentation. C'est un petit peu frustrant. On aurait bien aimé avoir Carlo Crisci qui vienne avec ses marmites et nous faire déguster son céleri au four, par exemple, hein, pour prendre un seul exemple. Mais on va plutôt se poser la question, puisqu'on est dans le cadre de l'Université de Lausanne, la question de l'alimentation et de la santé. Et j'aimerais commencer peut-être par vous faire rebondir, avant qu'on passe aux questions du public, qui pourront voter sur certains a priori qu'on a par rapport à la santé et l'alimentation. Vous citez une citation d'Hippocrate, qui visiblement s'intéressait déjà à la question et qui disait que ton alimentation soit ton seul médicament. Ça, déjà 400 ans avant Jésus-Christ. Peut-être commençons par Amandine Meury. Meury, c'est juste, on dit comme ça? Oui. Ça vous inspire, cette citation? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Elle m'inspire parce que déjà, donc, il y a fort longtemps, on savait déjà que finalement l'alimentation, c'est ce qui permettait d'être en santé. Donc c'est un des premiers points. Et puis après, on verra par la suite avec les questions qu'il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi d'autres choses. Mais c'est un point primordial pour être en santé et du coup éviter tous les médicaments, etc. qui sont suivis. Carlo Crisci? Je crois que, évidemment, que ça passe par l'assiette. Il y a des, par exemple, en Chine, ils se nourrissent vraiment par rapport à la santé, à la base. Et il y a même des restaurants, d'après ce que j'ai pu voir, à l'époque, on avait été invité par l'UNIL en Chine, il y a des restaurants où ils vous proposent des menus et c'est des médecins qui vous accueillent. Et en prenant le pouls, l'état de santé, ils vous disent, vous prenez le menu numéro 1, le menu numéro 2, le menu numéro 3. Donc il y a quand même une conscience qu'on devrait reprendre chez nous, à quelque part. Joseph? Le plaisir. Je crois que ça paraît d'évidence que l'alimentation est notre première médecine. Mais évidemment, le problème aujourd'hui, c'est qu'on l'a oublié, tous. Parce que les transmissions entre grands-parents, parents, enfants ne jouent plus. Et puis, tout ce qui est des connaissances locales très différentes d'un coin à l'autre de la planète, je pense déjà, si je regarde la Méditerranée, entre le Maroc et la Turquie, chacun a ses propres recettes, utilisation des plantes, utilisation des épices, enfin, tout ça, ça se transmettait ou ça se sait encore, mais ça disparaît parce que dans la société actuelle, c'est plus intéressant pour certains de vendre des capsules ou des bouts de succès d'années d'alimentation qui donnent, soi-disant, une médecine au quotidien, alors que ces choses-là existaient. Alors, comment les retrouver? C'est toute la question aujourd'hui. Cédric, on va peut-être pouvoir passer à la première question à laquelle le public va pouvoir répondre. Là, je pense que ça marche. Bonjour à tout le monde, on va faire une session interactive. Je m'appelle Cédric, je m'occupe des événements à l'Université de Lausanne. Et puis, on a décidé de vous faire voter. Donc, vous allez pouvoir vous exprimer avec votre téléphone portable. Je vais vous expliquer comment ça va fonctionner, c'est très facile. Regardez ici, vous avez un QR code et un site internet. Alors, il y a des gens déjà qui le font déjà devant, je vois, qui connaissent peut-être le système. Vous pouvez utiliser soit votre appareil photo, vous flashez le code et vous allez vous retrouver sur le site internet, ou alors aller sur le site menti.com, menti.com, et puis de remplir le numéro qui est écrit ici, 12 10 05 23. Puis je vais le faire moi aussi, je ne vous dirai pas pourquoi j'ai voté, mais je vais le faire aussi. Alors, menti.com, j'aurais pu faire le QR code, c'est encore plus simple. Alors, ça marche en 3G ou en 4G. Pas besoin de code Wi-Fi, pas besoin d'application, c'est anonyme, il n'y a aucun problème. Ça marche. 10 05 23. Alors, on voit qu'il y a déjà 74 personnes, c'est en train de monter, vous voyez les résultats ici, qui sont connectés à la session. Je vais attendre 15-20 secondes encore, et puis on va commencer à voter, et vous allez voir, c'est très simple. Puis donc on peut voter. On va y aller? On va dépasser la centaine, c'est bien. Attaquons la première question.
Alors, bien manger s'apprend à l'école. Est-ce que c'est vrai, selon vous, ou est-ce que c'est faux? Alors, on vous laisse voter. Et les résultats s'affichent en direct, en temps réel. Claude, on voit une première tendance, on voit que le faux est à peu près à 80%. Donc 8 personnes sur 10 dans la salle pensent que bien manger ne s'apprend pas forcément à l'école. Eh ben, ça nous permet de rebondir avec Joseph Ziziadis, peut-être, dont c'est l'un des combats, hein, de dire que les choses devraient peut-être mieux s'apprendre à l'école. C'est pour ça que c'est un petit peu trompeur, parce que quand on dit bien manger s'apprend à l'école, actuellement, c'est faux. C'était un peu le sens de la question. Par contre, si on disait est-ce que bien manger devrait s'apprendre à l'école, je me demande quel serait le résultat. Ouais. Parce que la question principale, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cours de nourriture, d'alimentation, de goût à l'école. Il y en avait, mais comme ils existaient dans le temps, c'était les filles d'abord qui le faisaient, pas les garçons. Et puis aujourd'hui, même si dans le plan roman d'études, aussi bien alémanique que roman, il y a la nécessité de parler d'alimentation ou d'avoir des cours d'alimentation, dans les faits, c'est très très différent d'un canton à l'autre. On peut avoir des cantons, par exemple, comme au Tessin, où c'est effectivement enseigné dans toutes les écoles. Par exemple, la semaine du goût, elle est faite dans toutes les écoles du Tessin. Et puis après, à l'autre bout, prenons le canton de Vaud, il n'y a quasiment rien. Ou alors c'est des cours à option entre 14 et 16 ans, une année, puis après on repasse à autre chose. Donc là, il y a une nécessité de passer à autre chose, et notre envie à nous, ça serait que, comme il y a actuellement dans la Constitution suisse sport et jeunesse et sport, comme il y a jeunesse et musique, il faudrait mettre jeunesse et alimentation. En fait, dès le plus jeune âge, on devrait pouvoir parler d'alimentation. C'est pas seulement faire de la cuisine, c'est aussi en parler aux biologistes, en parler dans toute la géographie, dans tous les domaines où l'alimentation, c'est quand même la chose basique que tout le monde fait tous les jours. Petite question, toi qui connais bien ce qui se passe au Tessin, est-ce que tu as l'impression que ça fait une différence aujourd'hui dans le rapport de la jeunesse à la nourriture? Est-ce qu'on mange mieux et plus sainement au Tessin qu'ailleurs? Peut-être pas forcément, mais ce qui est sûr, c'est que quand les enfants sont à la maison, ils disent « mais nous à l'école on a vu ça, on nous a dit ça, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas à la maison ?» Donc c'est cette question, cette interaction de parents et enfants qui devient complètement différente. Et je pense que là-dessus on aurait beaucoup à apprendre. Mais il y a des tas d'expériences dans le monde, partout ailleurs, parce qu'on pourrait parler d'intégration suisse-étranger à travers la nourriture, essentielle. Il y a eu des écoles où il y a eu des expériences magnifiques entre ceux qui étaient les meilleurs en classe, se retrouvaient tout d'un coup devant l'alimentation être pas très bons, et puis que ceux qui arrivaient à peine à parler français, ils se retrouvaient être les meilleurs en cuisine. C'est des choses qui valent la peine d'être un tout petit peu plus étudiées. C'est pour ça que je rêve qu'un jour la Constitution suisse ait jeunesse et alimentation. Une constitution du goût à l'école, Amandine, qu'est-ce que vous en pensez, vous pensez que les choses sont bien faites ou elles sont susceptibles d'amélioration dans ce qu'on fait à l'école? Alors je pense que c'est clairement susceptible d'amélioration étant donné que, alors il existe les cours de cuisine et on intègre des diététiciennes dans ces cours, donc, mais c'est pas partout, comme vous disiez, c'est assez rare, il y en a pas beaucoup, et puis je crois que c'est des cours à option, donc c'est soit la cuisine, soit d'autres, je crois manuels ou voilà, et du coup en fait pas tous les enfants ont la possibilité de voir l'équilibre alimentaire, etc. Et c'est vrai que je trouve que c'est important que les enfants ils puissent savoir comment composer une assiette, c'est quoi les protéines, c'est où est-ce qu'on trouve les glucides, etc. D'avoir des bases qui peuvent aussi ramener à la maison. Et puis finalement aussi, pas éduquer les parents, mais finalement nos enfants, c'est les futurs parents, donc qui vont aussi pouvoir du coup éduquer leurs enfants, amener une alimentation équilibrée à la maison, et c'est hyper important, ouais. Mais c'est pas actuellement, on n'y est pas. Carlo, toi qui as un pied en Suisse, un pied en Italie, dont on dit souvent que c'est la meilleure cuisine du monde ou une des meilleures cuisines du monde, comment tu décris ce phénomène, cette question de l'éducation du goût à l'école? Je dirais que en Italie spécialement, la cuisine, elle s'est toujours transmise de mère ou de père aux enfants. C'est vraiment une transmission. Et contrairement à une française qui a une cuisine qui a été codifiée et puis qui s'apprend plus dans les livres, il n'y a pas une véritable cuisine italienne. C'est plutôt une cuisine de famille ou de région
Et puis voilà, donc c'est vraiment transmis comme ça. Et on peut se poser la question aujourd'hui en Italie si ça va continuer à se transmettre, parce que comme les gens aujourd'hui travaillent tous, j'entends ils sont plus impliqués dans la vie sociale, font tous des études, font tout, et peut-être qu'ils ont moins le temps. Donc il y aura peut-être un manque à ce niveau-là, au niveau de la transmission, et c'est ce que tu disais, et c'est pour ça que l'école devrait prendre le relais, en tout cas pour amener les bases, savoir comment faire un bouillon, un jus, comment cuire un légume, comment respecter le produit au plus près. C'est simplement apprendre les bases. Après, le reste, ça se ferait assez naturellement. Mais c'est clair que si on n'a pas les bases... On a fait, nous, à l'époque, des ateliers avec l'UFA pour des enfants. On avait fait des légumes. Eh ben, on se rendait compte que les enfants, ils adorent les légumes. Hein. Ça dépend tout comment c'est présenté, comment c'est... souvent, à la maison, ils ont un légume à l'eau, un légume à la vapeur, et puis le légume, il est un petit peu austère s'il est présenté comme ça. Alors que s'il est traité un peu différemment, tout d'un coup, il y a une ouverture d'esprit. L'enfant, il voit les légumes différemment. On avait fait, par exemple, des merveilles de céleri. Le gamin, déjà, bon, ça, c'est peut-être pas très bon pour la santé, mais du sucre, voilà. Mais ça ouvre l'esprit. Tout à coup, il voit le céleri autrement. Et ça lui permet de le goûter la fois d'après un peu différemment. J'entendais Thierry Marx l'autre jour sur France Inter, qui a travaillé un petit peu sur ces questions, notamment avec une nutritionniste dans son dernier livre, et il disait que, par exemple, on avait une culture, on bouillit trop les choses, notamment au niveau du goût. Il disait qu'un œuf à la coque, par exemple, ça n'avait pas besoin d'être... ça pouvait cuire sans forcément que ça soit bouilli dans l'eau, même si on le voulait, le jaune ferme et comme ça, et qu'en plus, au niveau des vitamines, au niveau des nutriments, c'était pas très très bon. Alors, pour les vitamines et les minéraux, c'est plutôt les légumes qui sont cuits en fait dans l'eau, ou les fruits, parce qu'en fait, les vitamines et minéraux partent dans l'eau, et en général, en fait, l'eau, on n'en fait rien. À part si vous faites une soupe, par exemple, et que vous utilisez l'eau, donc là, vous allez garder tout. Mais sinon, ça part, en fait. Pareil, par exemple, dans les boîtes de conserve, vous aurez, en fait, toutes les vitamines et les minéraux dans l'eau de la conserve qu'on jette. Donc, c'est vrai qu'on ça n'a pas toujours de sens de bouillir. On perd pas mal de vitamines. Par contre, il y a des maladies qui font qu'on fait bouillir les choses pour qu'il n'y ait pas trop de potassium. Voilà, ça dépend. Mais pour une personne en santé, c'est vrai que c'est dommage. Ouais. Donc mais il y a des techniques, je m'excuse de rebondir, parce que mais j'entends, il y a des techniques qui font qu'on n'est pas obligé de cuire à la vapeur ou cuire à l'eau. On peut les Chinois, non, hein, mais ils ont appris la cuisine. La cuisine chinoise, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'elle est beaucoup plus ancienne que la nôtre. Et qu'en creusant dans ce qu'ils font, dans leur manière de faire, pas forcément dans les restaurants chinois d'ici, hein, mais dans leur manière de faire, ils ont quand même des techniques. Par exemple, quand ils cuisent des légumes, ils auraient tendance à assaisonner leurs légumes comme une salade, avec un peu d'humidité, et après faire partir ça au wok fermé. Ben là, vous avez des légumes fantastiques. Si vous cuisez un cardon comme ça, vous redécouvrez le cardon, tout simplement. Il est cuit en 2 minutes, 3 minutes, même pas, la vitesse. Tout reste du coup dans la sauce. Et tout reste dedans, il y a très peu, le peu d'eau qu'il y a, l'humidité qu'il y a, finit par enrober le légume, et c'est magnifique. Vaut mieux vapeur que cuisson bouillir dans une marmite. Vaut mieux vapeur quand même. Ouais. Vaut mieux vapeur. Ouais. Mais le meilleur, c'est quoi? Au four? Non, c'est ce que je viens de te dire. Four ou cuire. C'est le wok. ou cuire à la poêle. Mais de nouveau, après, il faut encore voir quelles huiles on utilise. Ouais. C'est compliqué. On ne fera pas le tour on fera pas le tour en 3 quarts d'heure. Je vous propose qu'on passe à la deuxième question. Alors, la deuxième question, vous allez reprendre votre smartphone et on va procéder de la même façon que la première question. Ça nous permet d'avoir des tendances et après, bien sûr, vous pourrez poser vos propres questions à nos intervenants. La deuxième question, il faut interdire une affirmation, il faut interdire ou faire payer plus cher des produits mauvais pour la santé. Oui ou non? Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? On voit qu'une tendance assez affirmée s'affiche sur les écrans. On est à peu près à 8 personnes sur 10 dans la salle qui jugeraient normal de faire payer plus cher des produits mauvais pour la santé. Claude?
Alors, on n'a peut-être pas beaucoup d'enfants hein, et pas beaucoup de jeunes dans cette salle. Je ne sais pas si eux, ils sont prêts à payer plus cher. Toi, c'est ton opinion là-dessus? Moi, je dirais que la publicité mensongère et les produits nocifs devraient être interdits, tout simplement. Moi, je n'ai jamais compris. Mais quand j'étais enfant, j'étais persuadé que la publicité était contrôlée. Donc, qu'on ne pouvait pas faire de la fausse publicité. Ça devrait être le cas. Ça devrait être interdit. Du moment que c'est mauvais pour la santé, ça devrait pas être permis. Amandine, quand on a préparé un petit peu ce débat, vous avez un discours un peu plus nuancé sur ça. Alors moi, c'est beaucoup plus nuancé. Bon, déjà, le aliment mauvais pour la santé, finalement, c'est quoi, en fait? Enfin, ça peut être très large. Quand je dis mauvais, moi, c'est Red Bull, hein, j'entends. C'est vraiment mauvais. Alors... Oui, on n'est pas c'est pas le sucre. Pour moi, un aliment qui est mauvais, c'est quand il est consommé en trop grande quantité. Il n'y a pas d'aliment mauvais. Voilà. Il n'y a ni des superfoods, ni des aliments super mauvais. C'est juste que nous, on en fait. Et je trouve que quelqu'un qui a envie de boire un Red Bull et c'est son petit plaisir de temps en temps, c'est son petit plaisir. On enlève les frustrations. Il n'y a pas de troubles alimentaires. Et puis voilà. Après, c'est effectivement la publicité qui impacte les enfants. Enfin, après, c'est vraiment une éducation. Donc, je trouve que c'est un petit peu trop... Carré. Ouais. Je pense qu'on peut, avec plus de nuances, déjà, on est plus dans l'équilibre, quoi. Pour moi, c'est... Ouais. Mais vous pensez quoi des produits qui incitent à la dépendance, justement? Parce que le Red Bull, moi, je le vois chez les jeunes. Il paraît, je n'aurais pas le Red Bull pour appeler autre chose, hein, mais il y a des produits qui vraiment incitent à la dépendance, qui sont pièges, comme les boissons alcoolisées sucrées pour les jeunes. C'est terrible parce que tu les habitues à un goût, à boire de l'alcool alors qu'ils n'en boiraient pas, parce que c'est amer et c'est pas forcément dans leur goût. Mais en mettant un peu de sucre, tac, tu les attires vers ça. Et ça, je trouve que c'est pernicieux. C'est ça que j'interdirais, moi. Alors, la problématique, en fait, c'est le sucre. C'est que plus on consomme du sucre, plus le cerveau s'habitue au sucre. Mais c'est pareil pour le sel, c'est pareil pour le gras. Du coup, pour moi, le Red Bull, il n'est pas pire qu'un Coca ou il n'est pas pire que des biscuits finalement. C'est juste vraiment la quantité qu'on en consomme par jour et puis comment faire pour pas trop s'habituer à ça. Ouais. Joseph, j'imagine que tu as... J'ai un point de vue assez nuancé. Entre les deux, je dirais. En fait, personnellement, je suis contre les interdictions, toutes les interdictions, quelles qu'elles soient. Je veux dire, qu'il y ait une police de la nourriture qui doit nous dire ça tu dois manger, ça tu dois pas manger. Je trouve que c'est un tout petit peu dangereux, d'autant plus que l'alimentation, c'est quand même quelque chose d'assez personnel et que dans toute la vie, on a des hauts, des bas, on vit tous des parcours de vie extrêmement différents. Donc, personnellement, j'aimerais pas les interdictions. Par contre, je pense que jouer sur le taux de TVA pour que les produits les plus nocifs deviennent plus chers, ça je trouve extrêmement intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, les produits de base, de première nécessité, sur lesquels tout le monde peut se retrouver, une bonne farine, un beurre, des légumes, ceci devrait être aujourd'hui, d'autant plus avec la cherté de la vie qu'actuellement, devrait être exempté de TVA. Et que tous les produits qui sont nocifs pour la santé, donc on les connaît, parce qu'ils sont promus par la grande industrie agroalimentaire, qui eux vont évidemment lutter, mais pieds et poings liés pour empêcher qu'il y ait des mesures de ce type qui se prennent. Si on leur met un taux de TVA tout d'un coup à 10%, les gens ils sauront où choisir. Donc quelque part, pas trop d'interdictions, jouons par des moyens beaucoup plus fins pour faire en sorte que les gens retrouvent les produits les plus simples en fait qu'on a besoin dans la vie de tous les jours pour cuisiner. Avec de la farine et de l'eau, on fait des pâtes. C'est pas compliqué. J'avais l'impression que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec ce principe. En fait, c'est juste que moi, je pense que si on mange avec modération, je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin d'augmenter non plus le produit, parce que je pense aussi aux familles qui ont peut-être beaucoup d'enfants, qui ont peu de budget. Ça voudrait dire qu'elles n'ont plus la possibilité de s'acheter en fait ce type de produit qui finalement est du plaisir, et le plaisir, ça fait partie de la vie. Donc ils ont aussi le droit de s'acheter des produits, des snacks. Donc moi, c'est vrai que ça me dérange un peu. J'aimerais plutôt tourner
la question à l'envers serait pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas les produits sains, légumes, fruits, moins chers, en fait? C'est une question. Voilà. Mais ça se rejoint un tout petit peu. ouais. Hein. Ça se rejoint un tout petit peu. Parce que finalement, c'est très cher, en fait. Manger équilibré, avec beaucoup de fruits, de légumes, etc., ça devient cher. Ouais. Je propose que quand même on prenne une ou deux questions dans le public parce que je vois le temps qui file et je ne voudrais pas vous frustrer d'avoir quelques questions à poser. Madame a levé la main, a été la plus rapide. Le micro arrive. Ici, juste. Oui, j'aimerais juste savoir votre point de vue par rapport à ce qu'on remarque actuellement. Il y a du sucre partout, même vous achetez du pain, il y a du sucre. Et c'est des choses cachées. Et je trouve que c'est triste d'arriver à manger tout ce qui est nature, disons du pain, pour moi c'est naturel, avec des sucres cachés. Et je voudrais savoir un peu votre point de vue. Législation plus dure. Bon, toi, on a vu que tu nous as dit tout à l'heure que voilà, l'industrie agroalimentaire, c'est un lobby évidemment, mais comme tant d'autres, sur le sucre en lui-même, il y a quand même quelques... Il y a une législation. Il y a des législations, il y a des choses qui sont faites, mais est-ce qu'il faudrait encore... Mais c'est ultra lent. Parce que entre les débuts des négociations qu'il y a entre la Confédération et les grands de l'industrie agroalimentaire, c'est des discussions qui prennent 10, 15, 20 ans. Puis pendant ce temps, l'obésité augmente dans la population. Et puis en fait, on n'arrive jamais à rattraper ce retard. Parce qu'en fait, les grands groupes alimentaires, ils essayent de freiner les décisions étatiques qui pourraient être faites en la matière. Or, on connaît parfaitement ce qu'il y a là derrière. Simplement, c'est des questions de décision politique. Hein. Il faudrait qu'un jour, il y ait des ministres qui aient le courage de dire « non, ça suffit, c'est terminé, vous ferez comme si, parce que ça sera dans la loi ». Mais tout se fait plutôt par négociation actuellement à la Confédération, et je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Est-ce qu'historiquement, on a une idée quand les choses sont arrivées où le sucre a augmenté dans la fabrication de ces produits industriels? C'est dès qu'il y a eu le boom industriel. Hein. En fait, le sucre, il va se trouver dans les produits qui sont ultra transformés. Donc, vous allez pouvoir les éviter quand vous avez des aliments qui sont naturels. Plus vous allez partir, par exemple, vous allez en trouver dans du jambon, il y a du sucre dans le jambon, il y a du sucre dans les steaks hachés. Tout ce qui est modifié, en fait, il faut être attentif, on peut en trouver dedans. Oui. Donc c'est vrai que c'est clair que ce sera mieux d'aller chez son boucher, d'aller chercher quelque chose plutôt local, d'aller chez le boulanger qui ne mettra pas de sucre. Souvent la problématique c'est vraiment les produits industriels ultra transformés. Après le seul conseil que je peux donner c'est du coup de lire les étiquettes. Donc le conseil que je vous donne c'est quand vous avez sur l'étiquette vous avez noté glucides et en dessous il y a les dons sucres. Et les dons sucre, c'est le sucre que l'industriel rajoute dans l'aliment. Okay, donc, 4 grammes de sucre, ça équivaut à 1 carré de sucre. Juste pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc, par exemple, dans un coca de 500 ml, il y a 9 sucres. Donc, si vous regardez derrière, vous divisez par 4 et ça vous donne en fait le nombre de sucres. Et c'est vrai qu'il faut faire attention parce que même les produits bio, vous avez des produits qui ont l'air super naturels avec du packaging incroyable, en fait ils sont blindés de sucre. Ils mettent du miel, ils mettent du sirop de glucose, ils mettent beaucoup de choses, la maltodextrine, enfin voilà. Donc le plus simple c'est regarder les étiquettes, comparer les aliments du même groupe et comme ça vous savez vers quoi vous pouvez vous tourner. Même le sucre du miel, il n'est pas bon. C'est du sucre. En fait, moins mauvais, mais c'est du sucre. Il n'est pas moins mauvais. En fait, du sucre, c'est du sucre. Le sucre brun n'est pas meilleur que le sucre blanc, n'est pas meilleur que le miel. Ça va être pour le goût, ça va être pour le plaisir, mais le sucre, miel, tout ce que vous voulez, n'apporte rien en plus au corps, à part si vous faites du sport. Okay, mais sinon, avec les féculents, c'est tout ce que le corps a besoin. Donc, c'est vraiment du plaisir. Ouais. On va passer à la question suivante. Alors, la troisième question. Merci Cédric. Alors,
manger bien, suffit pour être en bonne santé. Vous pouvez toujours, pour les gens qui viennent d'arriver, vous reconnecter sur le site avec le QR code qui est ici, en le flashant, ou tout simplement aller sur le site internet menti.com, menti.com, et d'inscrire le numéro 12 10 05 23. Alors, on est toujours sur du 8-10 en fait, 80%, 20% à peu près. Et là, on voit que 82% des gens jugent que manger bien suffit pour être en bonne santé. C'est faux. Claude ? Alors les sondages valent toujours ce qu'ils valent, mais ça montre que la population, en tout cas si on prend l'échantillon représentatif dans cette salle, a pas mal de bon sens, non, Amandine ? Oui. Clairement, c'est clair que bien manger, c'est déjà un premier step, on va dire, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent là-dedans. Il y a le sommeil, le stress, l'anxiété, qui impactent l'état mental. Donc tout ça est important. Après, c'est vrai que pour un maintien d'un poids sain, on dit quand même que l'alimentation, c'est 80%. Et par exemple, l'activité sportive, c'est 20. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas rajouté, je ne sais pas en pourcentage, le sommeil, etc. Mais c'est vrai que l'alimentation, c'est quand même un point hyper important, comme vous avez dit avec la citation d'Hippocrate. Par exemple, on s'est rendu compte qu'il y a des études sur le microbiote, donc c'est la flore intestinale. Ça fait des années qu'on étudie la flore intestinale et on se rend compte que en fait, ça pourrait avoir un lien avec, par exemple, des maladies mentales ou le surpoids et l'obésité. On s'est rendu compte que les personnes en surpoids et en obésité, par exemple, ont une une plus faible diversité de microbes, de bactéries dans l'estomac que quelqu'un qui a un poids sain. Donc ça, je trouve que déjà, c'est un point important. Ça veut dire que plus vous mangez des fruits, des légumes, des céréales, c'est ce qui va permettre en fait de nourrir votre microbiote, donc finalement d'avoir une alimentation équilibrée, plus vous allez être en santé. Et du coup, éviter le surpoids, l'obésité, toutes les maladies, diabète, cholestérol, etc. Voilà. Votre rapport au sport, les deux gourmands que Aïe. vous êtes. On va dire qu'il faut qu'on se force. À l'époque, en vie active, le sport, on le faisait déjà en cuisine. Il y avait déjà pas mal de... Donc, voilà. Mais c'est vrai que maintenant que je suis à la moitié à la retraite, là, il faut que je me bouge un peu. Et c'est vrai que je pense que l'activité participe aussi à la bonne santé. Pas que le fait de faire du sport permet aussi de manger un poil plus. Donc en gros, l'un et l'autre... Aïe, aïe, aïe. Non, mais je veux Aïe, dire, aïe, par là, vous dépensez votre énergie. Non. Vous allez dépenser de l'énergie, non? C'est pas vrai? C'est pas vrai? Oui, mais c'est pas pour manger plus. Non, mais longtemps, vous allez pour se faire éliminer. du bien. Ouais, non, mais vous allez éliminer. Non, parce que j'en ai plein des sportifs qui viennent me voir et puis qui pensent que du coup, comme ils font beaucoup de sport, ils peuvent manger beaucoup. Puis en fait, ils annulent tout ce qu'ils font. Oui, mais entre beaucoup et un peu plus, voilà. La nuance, c'est fine. Joseph? J'ai compris. La question du sport ou bien la question du... Les deux. Bon, le sport, oui, bien sûr. Mais bon, dans la vie comme on a, des fois, c'est difficile de trouver le temps d'aller marcher. Bon, on le fait surtout dans les moments de vacances, hein, c'est surtout ça. Par contre, sous le sondage qui était là, je me disais, au fond, ça, c'est une réalité qu'aujourd'hui, bien manger peut aider, mais ça ne suffit pas. Et quand on pense que, par exemple, on ne peut pas faire abstraction des conditions de travail, on ne peut pas faire abstraction de l'environnement en général, sain ou pas sain, dans lequel on est. Et donc, tous ces éléments forment un tout. Je dirais que ce qui est important, c'est qu'à travers l'alimentation, on réussisse à se donner du plaisir. Et donc que la notion de plaisir devient centrale et non pas d'être en train de calculer le nombre de grammage par-ci par-là, mais au fond se réapproprier sa nourriture pour en faire quelque chose de quotidien dans la vie de tous les jours, qu'on soit enfant ou adulte, et puis qu'à partir de là, on prenne du plaisir à faire des choses ensemble, en famille, avec des amis, autour de la nourriture. C'est au fond se donner du temps à ça. Et se donner du temps à ça, certainement, ça va aider pour le reste, pour la santé. Une question dans le public. Au fond de la salle, juste au milieu.
Voilà, le micro arrive. Alors moi, Bonjour, j'ai l'impression que dans les médias, on parle beaucoup plus souvent des remplaçants de sucre. Mais ce qui m'intéresse, c'est si vous pouvez nous conseiller un ingrédient pour remplacer les sels dans nos recettes, dans l'aspect utilitaire pour la santé au niveau du goût. Alors là, c'est une question qui s'adresse peut-être d'abord à vous. Ouais. Pour le sel, donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'utiliser plutôt des herbes, persil, basilic, ce genre de choses pour pouvoir pour enlever un petit peu le sel. Après, ouais, ce sera vraiment des herbes aromatiques, en fait. Maintenant, le problème, c'est que, comme je disais, il y a vraiment le cerveau qui est habitué au sel et au sucre. Et du coup, on met à peu près 1 semaine à se déshabituer. Donc, parfois, il faut enlever un sachet de sucre et on sait que pendant 1 semaine, ça va être amer, ça va être moins sympa. On serre les dents et puis après, on s'habitue. Donc, le sel, c'est pareil, essayer d'utiliser des herbes aromatiques et puis de diminuer progressivement pour pas non plus que ce soit trop violent, quoi. Mais dans les sels, est-ce qu'il y a des sels qui sont meilleurs que d'autres? Est-ce que la fleur de sel Alors, vous avez des sels qui sont enrichis en iode. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait parce que dans le temps, en fait, on n'avait pas d'iode ensuite. Et en fait, on développe un goitre quand on ne mange pas d'iode. Du coup, les industriels rajoutent du iode dans notre sel. Mais sinon, vous avez le sel de mer où il y en a déjà dedans. Mais il n'y a pas de sel plus... On a du iode au quotidien, maintenant on mange du poisson, enfin, je veux dire, voilà. Donc il n'y a pas de sel meilleur, non, ni de sucre. À part pour le goût. À part pour le goût, mais le goût est important. Mais le goût, alors, moi je dis franchement, moi je travaille qu'avec de la fleur de sel, et c'est vrai que pour moi la fleur de sel, elle a ce côté moins agressif que du sel lambda, et elle apporte cette touche de goût et de iode, et elle est différente, quoi. Elle en a peut-être moins besoin aussi du fait qu'elle est plus goûteuse. Elle est différente, elle est moins agressive et plus goûteuse. Donc à quelque part, ça peut. Mais par contre, il y a du sel de céleri qui sont intéressants, qui peuvent remplacer un petit peu le sel. Et c'est vrai que les épices, les épices, ouais. peuvent aider au fait qu'il y ait du goût, parce qu'en fin de compte, on mange aussi parce qu'il y a de la gourmandise et on éveille les sens avec le sel. C'est un révélateur de goût, le sel, c'est pas simplement quelque chose qui va... Et c'est vrai que les épices aussi, donc si on mélange bien les choses, on peut arriver à utiliser moins de sel, c'est clair. C'est vrai qu'on en met trop. On en met de toute façon trop, c'est vrai qu'il faut arriver à un minimum. Ouais, les recommandations sont à 5 grammes par jour et je crois qu'on est à 8-9 par jour. C'est énorme. Et encore une fois, suivant comment vous cuisez vos aliments et vous arrivez à resserrer les goûts, en évitant de les laver, et vous avez moins besoin de sel, du coup. Parce que déjà, dans le produit lui-même, comme vous ne l'avez pas lavé, il est déjà beaucoup plus goûtu, beaucoup plus savoureux, et il y a moins besoin de sel. Merci. On va passer à la dernière question. Il nous reste une dizaine de minutes. Alors, la question suivante. Je vous laisse reprendre votre smartphone, quelques secondes. Toujours pareil, je vous l'ai déjà dit, menti.com, le code 12100523, où vous flashez le QR code. Je vais le faire en même temps que vous. On voit que les personnes commencent à rejoindre la session. Alors, la question, ou l'affirmation, la nourriture végane, donc végétale, bio et locale, est forcément plus saine. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? 80% à peu près des personnes dans la salle pensent que la nourriture végane, bio et locale n'est pas forcément plus saine. Claude? Amandine, ça c'est aussi, vous l'avez légèrement abordé tout à l'heure, dans certains rayons, on voit effectivement bio, local, et ça ne veut pas dire forcément que parce que c'est bio et local, c'est forcément ça. Non, parce que en fait, on peut acheter du bio et du local et composer son assiette de manière déséquilibrée. Donc,
déjà, la première chose, c'est de revoir comment est-ce qu'on compose notre assiette, est-ce qu'on a tous les éléments, et puis après, par contre, on peut manger équilibré, et du coup, avec des aliments bio et du local, mais l'assiette, à la base, on va dire les quantités, il faut les respecter, et puis après, il y a la qualité, où là, on va parler du bio et du local. Ouais. Après, par rapport au vegan, donc, ouais, ça c'est une grosse question. Le vegan, après je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est l'alimentation vegan. Donc en fait c'est une alimentation où on ne consomme pas du tout de produits animaux, donc pas de viande, pas de poisson, pas de produits laitiers, pas d'œufs, pas de miel, voilà rien. Donc ce qu'il faut savoir c'est que déjà c'est une alimentation où on aura forcément des carences, c'est obligatoire. Parce que la vitamine B12 par exemple elle est que dans les produits animaux, donc on ne peut pas la trouver dans les végétaux, donc ça c'est juste quelque chose, il faut être au clair. Après on peut être à risque de certaines carences comme le fer, etc. Mais par contre effectivement c'est des plats qui sont très végétaux, où il y a des légumineuses, on peut avoir une alimentation saine en mangeant végétarien, enfin vegan, mais il faut être supplémenté. Donc ça peut être sain. Après la problématique c'est que quand vous allez en magasin, vous avez beaucoup de produits maintenant qui sont végétariens, vegan, et en fait de nouveau on en revient aux produits ultra transformés. À l'intérieur ils mettent énormément de choses. Donc moi mon conseil toujours c'est aller vers des choses qui sont naturelles. Si vous êtes vegan ou végétarien, prenez des lentilles, il y a des tofu, il n'y a pas grand chose dedans, des pois chiches, des haricots rouges, haricots blancs, des choses comme ça. Et puis pour les autres qui sont finalement omnivores, ce qui est important c'est juste de limiter un peu la viande, d'essayer de plus végétaliser nos repas, déjà pour l'environnement c'est pas mal. Et puis pour la santé aussi, parce qu'on mange trop de viande. On mange 3 fois trop de viande par semaine actuellement en Suisse. Donc voilà. Joseph, tu avais... C'est-à-dire, derrière cette question, il y a plusieurs débats. Il peut y avoir le débat des labels. Parce qu'aujourd'hui, dire bio, mais le bio suisse n'est pas le même que le bio étranger. La labellisation d'un pays à l'autre, le bio-industriel. Moi, très franchement, de savoir qu'il y a du bio-industriel qui nous vient du Chili et qu'il faudrait le prendre parce qu'il est bio et puis il faut délaisser le local vaudois. Je trouve ça un débat un peu dingue. Donc, derrière tout ça, si on sort de la question des labels, moi, je pense que la question la plus simple qu'il faut se poser, c'est comment revenir à plus de simplicité et de bon sens pour composer son assiette du quotidien. C'est-à-dire d'abord connaître les saisons, savoir que les fraises, elles sortent à telle période, elles ne sortent pas quand la Migros l'a décidé ou la Coop a décidé qu'elles sortaient, et puis qu'ensuite on prend contact avec les producteurs locaux, on met un visage sur ceux qui nous donnent la nourriture, on les remercie d'être quand même des gens qui font partie de cette communauté de la nourriture, qui nous nourrissent au quotidien, et donc d'avoir une relation humaine avec des maraîchers, des bouchers, toutes ces choses qui sont quand même toutes simples, mais qu'on a perdues parce qu'on estime qu'il suffit d'aller avec son caddie dans le grand magasin, de tout mettre dedans, sans avoir fait de liste préparée, puis de toute façon retrouver 30% de la nourriture qui sont foutue à la poubelle. Bon, alors si c'est ça l'avenir, alors on le fait, mais... Je pense qu'il faut revenir un peu de bon sens et remettre la question de l'alimentation au centre de notre vie, malgré tout. Mais ça veut dire prendre beaucoup plus de temps. Oui, alors c'est clair, pour passer moins de temps à son portable et plus de temps à sa nourriture. C'est clair, pas de problème. Il y avait une question, je crois, ici. Voilà, volontiers, le micro. Bonjour. Je voulais savoir si, du point de vue nutritionnel, il n'y avait vraiment aucune différence entre le sucre raffiné et le sucre brut. Du point de vue nutritionnel, ouais. Non, aucune. C'est la même chose. En fait, si vous prenez le brut, le sucre brun, il va avoir un autre goût. On va dire qu'il sera un peu caramélisé, mais en termes nutritionnels, c'est exactement la même chose au niveau moléculaire. Donc, on va dire que le corps assimile de la même manière et il sera utilisé de la même manière. Ouais. Une autre question dans la salle?
S'il vous plaît, sur ma droite. Bonjour. J'aimerais bien savoir si la nourriture congelée, ça contient, ça peut garder toutes les vitamines que la nourriture naturelle, et aussi qui sont déjà cuits et qui sont crus. Merci. Alors, le surgelé, souvent, il a plus de vitamines et de minéraux que les produits qu'on peut acheter au supermarché qui sont frais. Parce qu'en fait, ils sont cueillis tout de suite et surgelés tout de suite. Donc, en fait, le froid garde les minéraux et les vitamines. Alors que si, par exemple, vous achetez votre concombre et puis que ça fait 2 semaines qu'il traîne à la cope ou à la micro, bah, il ne reste plus grand-chose. Donc, c'est vrai que des fois, en fait, se tourner vers le surgelé, c'est pas mal. Après, voilà, si on va directement si on fait local, si on a directement on va chez l'agricole, etc., on va chercher nos concombres, nos fruits, enfin les fruits, les légumes, etc., là, on est sur de la qualité. Ouais, mais c'est vrai qu'effectivement, dans les supermarchés, on ne sait pas tellement depuis combien de temps les produits sont là, quoi. Après, tout ce qui est, comme je disais, déjà cuit ou... Attends, redites-moi après la fin de votre question. Ah, cru. Ok. Ouais, alors du coup, ouais, c'est par rapport... Quand vous dites la viande, j'ai pas compris. Oui. Alors ça, par contre, c'est pareil. En termes de protéines, etc., ça, c'est pareil. C'est vraiment plus pour les vitamines et minéraux qui sont dans les fruits et les légumes. Le reste, c'est équivalent. Ouais. Pas d'accord. Non, enfin, équivalent. Non, on perd en qualité. Je parle alors, on est d'accord. Je parle nutritionnellement. Voilà, ouais, ouais. Et au niveau du goût, alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la congélation, elle crée des cristaux dans les viandes, dans les légumes et tout ça. Et donc, au moment du dégel, ces cristaux font que pas mal de qualité, de substances s'évadent. Si vous congelez... alors pour ça, il y aurait de la congélation à l'azote liquide, par exemple, qui, elle, ne fait pas des cristaux. Et si vous congelez une framboise à l'azote liquide, vous allez la retrouver à peu près comme au départ, sauf que ça coûte trop cher. Donc c'est pas possible. Mais on le fait, par exemple, pour de la truffe. Ça, vous pouvez le faire pour éviter justement une truffe congelée ou surgelée dans un congélateur. Elle ressort, elle est morte pour la 2e fois, quoi. C'est fini. Je veux dire, autant la manger en saison et fraîche. Moi, j'ai jamais compris qu'on puisse congeler ou à moins de le faire à l'azote. Voilà. Après, pardon. C'est non une histoire de coût. Sous vide. C'est une chose. La congélation, si elle n'est pas hyper puissante, comme avec l'azote, elle va créer ces cristaux, sous vide ou pas sous vide, un peu moins sous vide, mais quand même. Et c'est au dégel que ça... Quand vous dégelez dans un sachet, vous avez l'eau qui apparaît, quoi. Après, le surgelé, c'est des choses qui peuvent dépanner. Les conserves, le surgelé, des fois on n'a pas le temps, enfin voilà, la vie fait que. Je crois que déjà, si on arrive à avoir quand même toujours des légumes dans son assiette, des fruits, que ce soit surgelés, en conserve, en compote, c'est déjà pas mal. Si on arrive le plus souvent à faire plutôt du local, bio, etc., c'est bien, mais ça peut dépanner. Ah oui, ça c'est clair. Ben voilà, on est arrivé au terme de ces 3 quarts d'heure. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci. Il y a plein de questions encore, j'imagine, qui restent. On n'aura pas fait le tour en 3 quarts d'heure, mais je crois qu'on a déjà balisé pas mal de choses. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.